Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir, bonjour. Ici Mike Deschamps pour Le Bonnet et Patriote. Je suis en compagnie de Victor Remilly. Bonsoir Victor. Bonsoir Mike. Donc ce soir, on va aborder le sujet des élections. Les élections à venir. Il reste une semaine, quelques jours avant les élections. Donc on va vous livrer une petite analyse comme ça. On a épluché en fait le programme de chaque parti principal et puis on va essayer des principaux partis et puis en fait on a fait une petite analyse comme ça. Donc je te cède la parole, Victor. Oui, donc moi j'ai pris le gros morceau, j'ai pris la CAQ, le Parti québécois et le Parti libéral j'ai épluché un peu les programmes. Et je fais un petit résumé. Donc, pour ce qui est de la coalition Avenir Québec, on parle d'un style qui est assez simple, qui vise, je dirais, l'homme d'affaires, le jeune homme de 30-40 ans qui a de l'initiative, qui veut pas se prendre les pieds dans le tapis, dans les fleurs du tapis. C'est-à-dire, ça va droit au but, ça dit les choses telles qu'elles sont. C'est ça dans le programme. Il y a des points très intéressants. Je vais en soulever quelques-uns très rapidement. Je ne veux pas m'étendre sur... parce qu'on sait que, les programmes de parti, c'est fait pour ne pas être respecté, déjà. C'est le principe même de la politique. Ouais, c'est le principe même de la politique. C'est-à-dire, on sait d'avance, dans une différente mesure selon le parti, mais on sait d'avance qu'il y a bien des choses qui vont être très difficiles à appliquer. Et des fois, c'est surtout le contexte qui fait que certaines politiques vont être applicables ou non. Donc, certains points intéressants de la CAQ. D'ailleurs, il y avait une case dans le programme qui est disponible sur le site Internet qui me fait un peu rire. Ça se nomme « Plus d'argent dans vos poches », dans le portefeuille. Plus d'argent dans le portefeuille. Et c'est le style de la CAQ. C'est vraiment ce qui représente le style de la CAQ. C'est-à-dire... c'est plus d'argent PLUS. Ouais. Ce qui pourrait être plus d'argent dans la poche ou plus d'argent dans la poche. Ouais, ils font pas de faute de français, mais oui, effectivement, ça... plus d'argent, ça pourrait... C'est représentatif de ce que la CAQ est. C'est-à-dire que par rapport au Parti québécois qui prend des grandes phrases avec 4 ou 5 virgules dans une phrase, tout ça c'est les phrases qui initient les paragraphes ou le programme. C'est-à-dire qu'à partir sur chaque thème, vous avez un genre de grand paragraphe pour justifier la direction que prend le parti et tout ça. Et après ça, c'est écrit un peu, ça c'est dans le cas du Parti québécois, comme des lois un peu. C'est vraiment comme les 10 lois de Moïse, là, disons. Les 10 commandements. Les 10 commandements, excuse-moi. Ouais. Les 10 commandements de Moïse. C'est-à-dire qu'il y a des grands principes au début, liberté, égalité, fraternité, et après ça, c'est vraiment des lois, et ça tranche jusque à des points très, très précis. On se demande parfois s'ils vont pas donner des heures précises pour est-ce que vous avez le droit de sortir votre chien après 18 heures ou pas. Ça va loin dans les précisions, alors que la CAQ, on n'est pas du tout là. La CAQ se mêle de ses affaires en général dans ce qui est la CAQ, c'est plutôt, par exemple, une chose que j'ai trouvée intéressante, prématernelle universelle et gratuite, mais non obligatoire. Déjà, c'est direct, ça dit ce que ça a à dire. Je pense que les gens sont capables de, à partir d'une phrase comme ça, de dire « OK, on s'en va dans cette direction-là ».
c'est pas précis, c'est-à-dire qu'ils se sont pas peinturés dans le coin, ils sont pas obligés d'agir d'une manière vraiment, vraiment précise. Bon. Mais en même temps, c'est quand même assez clair. Il y a des remarques, par exemple, comme rémunération des médecins. Une nouvelle entente avec les médecins spécialistes pour établir leur rémunération à un niveau raisonnable. Là, il faudrait définir ce qu'est un niveau raisonnable. La CAQ ne le dit pas, mais c'est ça le programme de la CAQ. C'est pour vous dire ça que je vous le dis, c'est-à-dire qu'il y a des petits comment dire, il y a ouverture pour le libre arbitre, on va dire. Voilà, après ça, ce serait à la population d'agir. J'ai l'impression, alors que tout pour le PQ, tout est à contrôler. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est fixé, là. C'est-à-dire que après avoir lu le programme du PQ, tu as l'impression que on ne pourra plus dire un mot, tout va avoir été décidé d'avance, tout dans les moindres détails de notre vie est programmé. C'est littéralement ça le programme du PQ. Alors que dans les grands principes du PQ, là, c'est ampoulé, c'est vague, c'est tout ça, mais dans les lois, dans les lois de Moïse, là, c'est très précis. Le Parti libéral, lui, c'est simple, c'est pragmatique, c'est même, on dirait que le Parti libéral, son programme n'a pas été totalement finalisé. C'est-à-dire qu'ils se disent, au moment de prendre le pouvoir, si jamais ils prennent le pouvoir, on s'adaptera au contexte. C'est un peu comme ça que... Alors que dans la CAQ, il y a quand même une direction assez précise. La CAQ, d'ailleurs, François Legault avait écrit un livre des années 2013. Il y a certains de ses... il y a une partie de son livre qui se retrouve dans le programme, évidemment. Bon, il parlait de Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il voulait faire du fleuve Saint-Laurent une Silicon Valley, bon, c'est-à-dire un endroit où les investisseurs étrangers, ça c'est un des points un petit peu de difficulté, mais étrangers voudraient investir et développer dans les nouvelles technologies, tout ça, le Québec. Donc, voilà, c'est ça c'est ça pour la CAQ. Le Parti libéral, lui, est plutôt... ça, c'est vraiment... Et en même temps, c'est de la politique professionnelle. C'est-à-dire, tu sens la patte du politicien qui met des chiffres. Mais les chiffres, on sait bien dans un programme, tu peux pas mettre de chiffres dans un programme parce que t'as pas encore les chiffres avec toi. Donc, pourquoi tu mets des chiffres dans un... Alors que dans la CAQ, il n'y a aucun chiffre. Et au PQ, il n'y a aucun chiffre. Mais au Parti libéral, il y a des chiffres. On va mettre tant d'argent à telle place. Oui, tu n'as pas encore fait le budget. Tu n'as pas le budget entre tes mains. Comment tu peux mettre des chiffres? Bon, c'est ça un peu qui est dérangeant avec... mais c'est de la politique professionnelle. Ça fait sérieux. Ça fait... on sait où est-ce qu'on s'en va, alors qu'on n'a aucune règle précise. Donc, on ne contrôle pas la vie des gens, mais on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est l'impression que le Parti libéral essaie de donner. Bon, là, j'ai pas mal fait le tour. Le plus beau site, c'est le site du Parti québécois, définitivement. Par les couleurs, par la taille des onglets, c'est attirant, tu veux cliquer dessus. Bon. Le PQ, le programme est tellement vaste, tellement, comme je l'ai dit, il contrôle chaque partie de notre vie. Donc, une ingérence de la vie privée. Ouais, ça va jusque dans l'ingérence de la vie privée. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme... Moi, il y a des points dans le programme du PQ que je trouvais particulièrement intéressants. Comme adopter des mesures pour renforcer la sécurité dans les prisons et autour de leurs espaces aériens pour ainsi éviter l'entrée de drogue par drone et les évasions par hélicoptère. Il a fallu qu'ils mettent les précisions.
C'est-à-dire que, je veux dire, dans un programme, j'imagine, de la CAQ, adopter des mesures pour renforcer la sécurité, ça aurait été à peu près assez. Pas obligé de dire pour éviter l'entrée de drogue par drone, qui est vraiment un truc, mais d'une précision chirurgicale. Ouais, ça donne l'impression d'avoir des gars qui cherchent à dire des choses et qui tombent sur un journal. Le journal, ils ouvrent une page. C'est ça. Un prisonnier s'est évadé. Bon, faut prendre une mesure pour contrer ça. Mais dans l'avenir, je pense pas que ça réarrive, la même situation réarrive 2 fois. Là. Ça serait surprenant. Bon. Et il y avait une chose qui était intéressante du PQ aussi, c'était que il voulait confier au premier ministre le titre de responsable du développement durable. C'est-à-dire que le premier ministre, c'est-à-dire que dans leur programme, la lutte contre les changements climatiques est assez importante au point où que le premier ministre a la responsabilité de non seulement gérer la politique dans son ensemble, mais ça ne se dissocie pas de l'environnement. Ce qui n'est pas vilain, enfin. C'est bien pensé, c'est-à-dire c'est bien vu. Puisque, enfin moi, de la manière que je vois l'environnement, et c'est pour ça que les politiques n'y peuvent rien, c'est que tant qu'on va garder le même mode de vie, veut dire on a beau mettre une taxe sur le carbone ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. C'est-à-dire que on va consommer toujours plus, ce qui fait que dans une société d'abondance, donc de toute façon. Et même la taxe de carbone, elle n'empêchera rien. C'est-à-dire, on va toujours consommer et on est dans une logique que la taxe de carbone n'empêchera pas la consommation. C'est-à-dire que c'est vraiment les mœurs qui doivent changer. Ça doit partir d'une forme de révolution, je dirais, sociale. Et là, la politique n'y peut rien dans ce temps-là. C'est-à-dire qu'il faut que les gens veuillent. Parce que généralement, à moins d'être totalitaire, là, de dire, vous sortez pas votre bac de recyclage, on vous tape au portefeuille, non, à un moment donné, c'est pas possible de tout contrôler. Là. Donc, il faut que les gens le veuillent d'eux-mêmes, ça doit partir de là, c'est vraiment sur les mœurs que ça doit changer. Mais le fait que le premier ministre soit responsable du développement durable, c'est que ça unifie la chose, ça le rend responsable. Et donc, l'environnement n'est pas un sujet à part. Ça fait partie de la politique. Et donc, si, par exemple, on donne une subvention aux pétrolières, ben, c'est pas indissociable. C'est pas indissociable. J'ai juste ce mot-là à la bouche, mais je veux dire... c'est-à-dire que c'est impossible de donner une subvention aux pétrolières d'une main et de faire une mesure environnementale de l'autre. C'est-à-dire que là, t'es premier ministre. Bon... Ouais, c'est un peu d'ailleurs dans la moindre mesure, c'est un peu la contradiction justement qu'il y a avec les accords de Paris. Ouais. C'est-à-dire que les accords de Paris, changement climatique, etc. Mais d'un autre côté, on conclut des accords transatlantiques, transpacifiques, qui fait encore plus de pollution, puisque on sait que tout ce qui est navigation, c'est la première source de pollution au monde. Ben voilà. Merci d'avoir mis des mots dans ma bouche. Ça c'est exactement ce que je voulais dire, que j'arrivais pas à dire. Autre chose qui est un peu détestable avec le Parti québécois, exclure les accommodements incompatibles avec l'égalité entre les hommes et les femmes. Tu sais, puis qu'est-ce que l'égalité entre les hommes et les femmes? C'est-à-dire que, parce que l'égalité, déjà en partant, une égalité juridique, une égalité financière, une égalité des genres, Là, ça irait très très loin, là, l'égalité des genres, c'est-à-dire que l'homme est différent, biologiquement différent de la femme, il n'est pas égal, je veux dire, bon.
Mais voilà, accommodement incompatible avec l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est assez vague. C'est genre de loi facile à comprendre, mais c'est vague. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? On peut faire un peu ce qu'on veut. Là, on est dans le domaine un peu genre de phrase que la CAQ aurait pu tenir. Mais la CAQ va pas dans le truc de l'égalité entre hommes et femmes, du moins profond que... Ils vont moins profondément que le PQ qui est... C'est-à-dire que le PQ est toujours dans la... Dans le progressisme. Oui, dans le progressisme et plus particulièrement dans la consultation populaire. Ils utilisent ça constamment. Il faut toujours consulter alors que ça a été démontré. J'imagine que dans Québec solidaire, comme dans le programme de Québec solidaire, d'ailleurs, c'est ça qui est un peu différent. Je veux dire, la démocratie fait comme année, il y a une certaine division de la population, ce qui fait que la population est affaiblie. C'est-à-dire qu'à force de consulter, la population est divisée, donc moins forte. Donc, à un moment donné, à trop consulter, on perd une force de frappe. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut trancher, et c'est ça qui donne le pouvoir. C'est le fait que la décision soit bien tranchée, bien claire. C'est ça qui donne la force de frappe du politicien. Et donc, si on demande... Et ça démontre un manque de courage aussi. Ça démontre on veut plaire à tout le monde. On va faire en temps et lieu un référendum, etc. Non, pas de référendum. Si vous êtes convaincu que l'indépendance est la bonne chose prenez la décision, point à la ligne, on va prendre les moyens pour y arriver, tout ça. Mais dans la démocratie, dans le citoyen roi, parce que c'est ça que le citoyen est roi, le citoyen devient totalement impuissant. Parce qu'il est tellement chialeux, puis tout ça. Oui, j'ai tous les droits, je peux m'impliquer partout, tout ça. Ben non, mais à un moment donné, si tout le monde agit de cette manière-là, si tout le monde dit j'ai des droits, je veux être écouté par les politiciens, je veux que ça aille dans le... À un moment donné, il n'y a pas de décision qui se prenne. Puis l'État ou la personne au pouvoir est affaiblie totalement parce qu'elle est tout le temps obligée de consulter à gauche puis à droite. Mais le PQ va dans cette direction-là, mais totalement. Et c'est au profit de qui? De ceux qui dirigent réellement, c'est-à-dire les banques, certains groupes communautaires aussi, communautés de lumière, notamment. Bon. Donc, ils sont d'ailleurs prévoir une alternance homme-femme sur la liste régionale afin de favoriser la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. C'est un peu pour plaire aux gens de Québec solidaire. Ça, c'est vraiment la même façon de penser. C'est-à-dire que c'est pas les femmes qu'il faut que décident qu'ils fassent de la politique. C'est le parti qui doit imposer aux femmes qu'elles fassent de la politique. C'est ça le truc. Ah ouais. Ça, c'est totalitaire. C'est-à-dire que si les femmes n'ont pas le goût de faire de la politique, là, c'est leur choix. Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'elles n'aiment pas ça. Peut-être que moi, je sais pas ce que c'est, là, être une femme, mais je veux dire, j'ai l'impression que ça s'en va dans cette direction. Bref. Ensuite, il y a une chose, moi, que je voulais discuter un peu. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Mike. Remplir une déclaration fiscale unique administrée par Québec. Est-ce que c'est parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est sorti, c'est une politique, une proposition qui est sortie quand même assez récemment. C'est une idée dont on entend parler déjà depuis un petit bout de temps. Là. Est-ce que c'est applicable? Parce que déjà, est-ce que le fédéral va laisser le Québec faire une déclaration fiscale administrée par Québec? D'ailleurs, ça, c'est vraiment une différence entre la CAQ et le PQ. C'est-à-dire que le PQ dit remplir une déclaration fiscale unique administrée par Québec, alors que la CAQ, eux, ils disent... Ah oui, c'est ça, je viens de le retrouver.
une seule déclaration à remplir pour les 2 ordres du gouvernement administrés par Québec. OK, c'est la même, c'est vraiment la même, t'as l'impression que c'est exactement la même chose, PQ et CAQ. Bref. Ensuite, ouais, le mode de scrutin, tous les partis sont d'accord avec ça. C'est vraiment une chose qui est comique. Tous les partis sont d'accord pour mettre un mode de scrutin proportionnel mixte. Ou proportionnel mixte. Tous les partis, je pense. Québec solidaire, la CAQ, le PQ. Il y a peut-être le Parti libéral. Il y a juste le Parti libéral. Non, c'est vrai, le Parti libéral, eux, sont pour le statu quo dans ce cas-là, mais arrivé au pouvoir, je pense qu'il n'y en a pas un qui va le changer. Parce que quand tu arrives au pouvoir, tu veux pas affaiblir ton pouvoir. C'est ça que la proportionnelle mixte finit par faire. Donc, voilà. Ça, c'est une des éternelles petites contradictions de programme de parti. C'était quoi, donc? Ah oui. Consultation publique, ça c'est vraiment chaud. Là. Ça, j'en revenais pas. C'est-à-dire que la CAQ, des fois, ils prennent des risques par rapport aux autres partis, mais celle-là, je sais pas si ça va faire... si tout le monde va être d'accord avec ça. Consultation publique sur la possibilité d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de certaines maladies comme l'Alzheimer. Aide médicale à mourir. C'est chaud. Très chaud. C'est chaud, c'est-à-dire que l'État peut décider que vous êtes en droit de mourir. C'est ça qui est quand même assez incroyable avec... et ça passe comme une lettre à la malle dans les médias, puis même vous allez souvent avoir des articles qui vont intervenir en faveur de ce genre de politique-là. Mais la CAQ est en faveur de ça. Bon. Les personne dit la CAQ est fasciste à cause du genre... Alors que ça, c'est beaucoup plus fasciste que leur politique sur l'immigration. Ouais. D'ailleurs, on va en venir à l'immigration. La CAQ, ce qu'ils veulent, une réduction de 20% des immigrants pour mieux accueillir les immigrants tout en conservant les ressources naturelles. Ça me fait rire, ça. Tout en conservant les ressources naturelles. C'est-à-dire que continuation du libre marché, c'est-à-dire des échanges de ressources naturelles, mais la population qui la marche, c'est-à-dire que on va se le dire, les immigrants, c'est comme une marchandise. Puis ça, c'est peu importe le parti, à dire que vous êtes de la marchandise des immigrants. C'est pas moi qui le dis, c'est... Bon, c'est presque dit implicitement par la CAQ, là, je veux dire, mais c'est pas... Le Parti libéral aussi, en fait. C'est leur fonds de commerce et je veux dire... ils vont bientôt transiger des immigrants pour se faire élire, là, j'ai l'impression. Là, tellement c'est en leur faveur. Là. Tu demandes à un immigrant, la majorité, là, au Québec, il y a peut-être les Français qui peuvent être un peu, je sais pas, qui peuvent être un petit peu plus... qui peuvent comprendre un peu la réalité québécoise et dire, ouais, finalement, le Parti libéral, ça a quelque chose de... c'est presque comme si je votais Sarkozy, quoi qu'il y en a beaucoup de Français qui vivent au Québec qui votent pour Sarkozy, qui voteraient pour Sarkozy, là, mais je veux dire, ils ont un petit peu de mal à voter libéral. Ça fait vieille politique, bling bling, enfin bref. Mais les immigrants, eux, c'est le seul parti pour lequel ils veulent voter, peuvent voter des fois en fonction des consignes communautaires. Et là, il y a toujours des immigrants qui s'extirpent de la communauté, qui là, ça c'est différent. Mais il y a une grosse majorité d'immigrants qui vont voter pour le Parti libéral parce que, la peur de l'indépendance du Québec, ils sont redevables au pays qui les a accueillis, c'est-à-dire le Canada, et c'est le Parti libéral qui est clairement fédéraliste qui les attire.
Donc, au final, pas d'autre parti que le Parti libéral pour eux. Et donc, c'est ça qui me fait dire que maintenant, ils vont finir par, par marchander de l'immigrant. C'est comme un objet de consommation produit à l'extérieur, on va l'importer au Québec, il va voter pour nous. Ils ont beaucoup de respect pour les immigrants, le Parti libéral. En tout cas, bref. Remplacer le cours d'éthique et culture religieuse par un cours de citoyenneté québécoise. Ça, c'est le PQ qui propose ça. C'est de la franc-maçonnerie, là, mais comme on a eu une discussion là-dessus, on a eu une discussion sur la laïcité qui n'a pas été encore mis en ligne, mais ça va venir. Et c'est un peu la conclusion qu'on dit, c'est-à-dire d'un côté, c'est la laïcité, c'est laïcard, de l'autre côté, c'est multiculturaliste, puis il n'y a rien entre les deux, il n'y a rien autre que ça. Puis c'est dommage parce que franchement, comme modèle de société, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire le côté éthique et culture religieuse, multiculturaliste, c'est on n'a plus le droit d'être québécois, on est une communauté comme une autre. Ouais, exactement, ouais. Et le côté c'est citoyenneté québécoise, là. En tout cas, le côté laïcard, c'est le côté comment je dirais ça? L'histoire du Québec n'existe qu'après la Révolution tranquille. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça n'existe qu'après la Révolution tranquille. Et bon, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de tradition. Et ça ouvre la porte grande ouverte au libre marché, qui est déjà imposé de toute façon. Alors, je vois pas pour... En tout cas, bref, c'est ça Et ça finit par revenir au même, hein, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'en ne mettant pas de religion, en ne promouvant pas de religion, ben au final, les immigrants, ils se reconnaissent nullement dans le modèle de société québécoise, qui est un modèle un peu malade, dépravé, il n'y a pas de ligne directrice. Il y a un vide spirituel. Il y a un vide spirituel, il n'y a pas de ligne directrice, alors on ne se reconnaît pas et on se réfugie dans la communauté forcément. Donc, donc d'un côté comme de l'autre, c'est pas très encourageant comme modèle de société. Donc voilà, que ce soit un cours de citoyenneté québécoise ou d'éthique et culture religieuse, c'est vraiment des cours politiques, hein. C'est vraiment doctrinaire. C'est-à-dire que on va souvent voir dans les commentaires sur les médias sociaux, tout ça, des gens qui vont dire tu sais, les curés à l'époque, ils imposaient une doctrine, mais les curés modernes sont vraiment pas mieux, là. C'est pas mal moins encourageant, là. C'est-à-dire que moi, suivre le Christ, je me dis, le Christ, c'est quand même quelque chose. C'est ce qu'il dit, ça a une sagesse. Suivre un laïcard, là, sérieusement, là, ça... C'est pas encourageant, là. C'est vraiment pas encourageant. C'est le vide. Vide, comme Dieudonné disait, là. Il y avait un numéro là-dessus, là. Le vide. C'est ça. On évolue vers rien. On vers rien. C'est ça. On évolue vers rien. La marche vers rien. Vers rien. Exactement. Bon, la gratuité scolaire pour tous, le PQ est là-dedans. Inverser la présomption de don d'organes, ça, il y a un article que j'ai écrit qui était là-dessus. Moi, le don d'organes, déjà, bon, je pense que vous pouvez aller voir l'article. Bon, on mettra... ouais, c'est ça, si jamais ça vous intéresse. Le lien en dessous de l'émission. Ouais, ben... En tout cas, c'est pas obligatoire, mais je veux dire, c'est pas... mais je veux dire, pour ce qui est du don d'organes... je veux dire, je suis contre la position du PQ qui est une... je suis vraiment contre, en fait. C'est pas... c'est-à-dire que on ne demande pas l'autorisation. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, on vous prélève vos organes sans vous demander... il faut vraiment que vous envoyiez... il faut que vous le demandiez pour ne pas vous faire préserver vos organes.
Il y en a qui vont... Et là, il y en a qui disent, ben, ça va peut-être sauver plus de vies, mais quand tu es rendu à dire que la sauvegarde de vie, c'est... comment dire, c'est le don d'organes. Le don d'organes, ça sauve à moitié une vie, en fait. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est rendre un peu le corps comme le transformer un peu en une machine, remplaçable, une carcasse. C'est ça. Ça fait une crevaison, tu vas au garage, c'est ça. Notre roue, un autre pneu. C'est le transhumanisme. Ouais, c'est enlever le côté sacral du corps. Du corps, exactement. Fait que donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la question rapidement. Ça c'est intéressant. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. Abolir le droit à l'incorporation des médecins. Vous imaginez ce que ça veut dire? Abolir le droit à l'incorporation des médecins. C'est-à-dire que l'ordre des médecins aboli. C'est grave, là, ce qu'il dit. Là. C'est révolutionnaire, là, ce que le PQ propose. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, un petit côté suicidaire, PQ, il voulait pas recevoir de vote. Il n'y a personne qui en parle, mais si jamais il y a quelqu'un qui tombe là-dessus, c'est-à-dire que les médecins au Québec, c'est sacré. Là, un peu moins avec ce qui se passe dans les urgences, enfin, il y a des gens qui attendent très longtemps dans les urgences, dans des états, c'est-à-dire qu'on est mieux traité dans les hôpitaux à Cuba qu'à Montréal, là, mettons. Là. Non, mais c'est pas contre les infirmières que je dis ça. D'ailleurs, moi, j'ai une appréciation particulière pour les infirmières, mais ça fait dur. Un hôpital à Montréal, ça fait dur. C'est dans un corridor à attendre une semaine de temps, ça existe. Là. C'est pas des histoires de journaux, là. C'est vrai. Bref. Ensuite... D'ailleurs, c'est très représentatif de notre ministre de la Santé. Oui, c'est ça. Gaétan Barrette, qui est en super forme d'ailleurs, pour un ministre de la Santé. Oui, c'est le paradoxe complet. Oui, c'est sans commentaire. Je pense que l'image de Gaétan Barrette vaut 1000 mots. Là, Gaétan Barrette est à l'image du système de santé. Exactement. Oui. Gaétan Barrette. Un être particulièrement sympathique. On parle beaucoup de... Ah oui, il y avait vraiment une chose... Ah oui, c'est ça. Ça, c'était intéressant. Interdire aux personnes qui ont un pouvoir de contrainte d'afficher leurs convictions, y compris religieuses. Donc, juges, procureurs, gardiens de prison et policiers. Bon. Ça, c'est dans le programme du Parti québécois. Ça n'a pas été enlevé depuis... ce qui a entouré la Charte des valeurs québécoises de M. Bernard Drainville. Ce qui m'avait étonné, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que le Code civil, c'est quand même la Bible des francs-maçons. Je veux dire, est-ce qu'ils vont enlever le droit aux juges d'avoir un Code civil sur eux? Je pose la question. Hein? C'est franc-maçon, le Code civil. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Le Code Napoléon... D'ailleurs, ça a fait l'objet de discussion, ça. Est-ce que Napoléon était franc-maçon? Oui, il y a eu toutes sortes de discussions là-dessus et toutes sortes d'avis. Certains disent que non, d'autres disent que oui. Ouais, c'est que tout son entourage est franc-maçon et est reconnu. Alors que lui, ça n'a pas été confirmé. Mais quand tout l'entourage l'est, bon, on peut se poser question. Bref. Alors, ouais. Préconiser un mode de scrutin proportionnel mixte régional. Mixte régional, c'est-à-dire que là, c'est qu'il faudrait que chaque région soit représentée. Bon, bref.
Prévoir une alternance homme-femme, bon, ok, ça, on en a parlé. Mettre en place des mécanismes de consultation, investir de façon permanente en éducation pour préparer les Québécois à la transition numérique et assurer la littératie numérique adaptée à toutes les générations et régions du Québec. Déjà en partant, bon, ça c'est le Parti libéral qui a initié ça avec M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation. Les jeunes sont déjà numérisés, au cas où les partis politiques ne s'en seraient pas rendus compte. Pas besoin de l'école. Je veux dire, c'est vraiment des niaiseries, là, mais incroyable. Je veux dire, on va s'assurer que... C'est-à-dire qu'on dirait que les partis politiques s'imaginent que ça soit possible que dans le fin fond des régions, quelque part, il y a quelqu'un qui ne capte pas encore Internet. Ils ont une vision des régions. Non, l'Internet se rend partout. Parce que je sais que c'est quelque part dans le programme du Parti québécois. On veut s'assurer que l'Internet soit partout, mais il est déjà partout, l'Internet. C'est-à-dire que si quelqu'un à la maison ne l'a pas, il est accessible à la bibliothèque ou à la... je veux dire, c'est pas difficile. Je veux dire... alors, la littératie numérique, c'est vrai qu'il y a des enseignants qui vont dans certaines écoles, et là, j'en ai parlé récemment avec quelqu'un que je connais qui est dans le domaine. Il y a certains enseignants qui sont nuls en tout ce qui est informatique. Je suis pas excellent moi non plus, donc je condamne pas. Ce qui fait que, disons que les cours d'éducation pour préparer les Québécois à la transition numérique, ça pourrait prendre plus de temps que puis coûter plus cher que ce que certains politiciens peuvent penser. Là. C'est-à-dire que et c'est pas parce que tu n'es pas bon en informatique que tu ne maîtrises pas ta matière. C'est pas parce que tu n'es pas capable de remplir le tableau numérique dans ta classe qui est tout le temps en panne, à ce qui paraît, là, je veux dire, tout le temps brisé, là, que tu n'es pas un bon enseignant. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'écrire à la main sans faute, sans utiliser un traitement de texte, c'est ça qu'on devrait montrer aux enfants. C'est pas comment trouver le code source pour avoir les réponses de l'examen final avant tout le monde. Non, mais c'est vrai, hein? C'est normalement une éducation, mais là, j'espère que j'apprends rien à personne. N'est-ce pas, les politiciens? C'est d'abord de savoir lire, écrire, mais ça, je sais que vous le savez, là, si vous l'écoutez. Mais ça prend la patience, ça prend une discipline, et le numérique, c'est justement ça que ça vient enlever. C'est-à-dire que tout vient rapidement. C'est-à-dire qu'avec le numérique, tout est accessible facilement par un clic, tout ça, ce qui fait que quand tu es trop exposé au numérique, tu n'apprends plus à écrire, tu n'apprends plus à lire, tu n'apprends plus à rien. Oui, c'est un fléau. D'autant plus qu'on n'en parle pas trop, mais ça apporte d'autres problèmes, entre autres des problèmes de santé, puisque dit numérique, dit forcément antenne sans fil, etc. Donc on va retrouver maintenant massivement dans les écoles, entre autres avec des jeunes enfants qui sont en pleine transformation physique, et qui reçoivent 8 heures par jour des ondes dans la tête. Donc le numérique, c'est pas juste le fait d'apprendre soit un ordinateur ou une tablette, c'est aussi le danger de santé qui vient avec. Et qui d'ailleurs, ça préoccupe aucun des politiciens. Tout à fait. On va passer à une autre promesse du PQ qui est un petit peu différente de celle des autres, mais tout le monde est un peu d'accord. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec la gestion de l'offre telle qu'elle est présentement, pour des raisons électorales, c'est-à-dire que les fermiers préfèrent que
ça préfère que ça soit géré tel que c'est actuellement, c'est-à-dire que bon, les prix sur le lait, par exemple, sont élevés, mais les fermiers vivent bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... et ça, pour ce qui est des subventions, là, faudrait voir. Est-ce que ça coûte cher en subvention par rapport à d'autres pays? Bon, on pourrait comparer. Ce qui est intéressant du PQ, ils disent maintenir et promouvoir les mécanismes actuels de gestion de l'offre et étudier le bien fondé d'autres systèmes de gestion de l'offre sur le territoire. Qu'est-ce que sont les autres offres, les autres systèmes de gestion de l'offre sur le territoire? Je ne sais pas. Ça serait une question à poser aux politiciens. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire le PQ par d'autres systèmes de gestion de l'offre. Bon. C'est assez vague. Bon, ça, c'est un sujet. Ça m'a fait un peu drôle quand j'ai vu ça. Introduire une politique du livre qui limite à 10% le rabais offert sur les nouveaux livres. Ils veulent limiter... Non, mais juste pour dire à quel point le PQ, des fois, ils veulent contrôler tout, là. Ils veulent contrôler les rabais qu'un commerçant peut donner sur certains livres. Ils veulent pas qu'il y ait plus de 10% de rabais sur les livres. C'est incroyable, là, je veux dire. Bref, c'est le PQ. Mettre sur pied des carrefours d'information constitués autour des bureaux régionaux de Télé-Québec. C'est-à-dire qu'ils veulent que Télé-Québec ait un téléjournal partout dans chaque région. Ce qui est déjà le cas pour Radio-Canada. En fait, ils veulent que Télé-Québec devienne un genre de Radio-Canada, mais ça, c'est vraiment... ça, ce serait le genre d'affaire qui serait vraiment applicable qu'en cas d'indépendance du Québec. C'est-à-dire qu'on enlèverait la pancarte Radio-Canada, puis on mettrait Télé-Québec à la place, puis ça serait pas plus long que ça, je pense. Ça serait vraiment pas si difficile que ça, une fois que le Québec est indépendant. Ce serait une bonne chose, d'ailleurs. Parce que là, pour l'instant, Télé-Québec, c'est vraiment un réseau... Télé-Québec qui engage des Patrick Lagacé, puis des gens qui viennent de la presse, fédéralistes, tout ça. Tu sais, ça pose problème un petit peu, là. Je veux dire, moi, je suis désolé, ces gens-là, c'est des Canadiens, là. Allez à Radio-Canada, les gens de la presse, pas à Télé-Québec, tu sais. Il me semble que ça serait censé être aller de soi. Mais bon. Ensuite, assurer une présence plus juste des Québécois de toute origine dans la fonction publique québécoise. Ça, c'est le PQ qui propose ça. De toute origine. Donc, dans la fonction publique, on veut la diversité. Ce qui va finir par arriver, hein, en fait. C'est ça l'affaire, c'est que ça... C'est-à-dire le PQ ne serait même pas censé poser la... écrire... figer cette politique-là dans une promesse. Ça va se faire... C'est-à-dire que pour l'instant, la raison pour laquelle il n'y en a peut-être pas encore tant que ça, c'est qu'il y a encore le réseautage qui fonctionne. C'est-à-dire que il y a des gens, la fonction publique francophone, québécoise, de souche, là, puis ils s'arrangent pour que ça soit je veux dire, veut pas, c'est du monde qui connaissent, qui rentre, puis c'est ça dans la majorité des entreprises, la fonction publique n'y échappe pas. Mais là, comme la population d'immigrés augmente, un jour, il va en avoir de plus en plus. Puis en plus, il y a la grosse propagande pro-diversité, puis ça, qui fait qu'il y a vraiment des Québécois qui se sentent mal de ne pas avoir de collègues noirs, tu sais. Je veux dire, c'est pas plus grave que ça, là. Je veux dire, bref. Et donc, ça va s'imposer, ça va se faire automatiquement, sans même que vous ayez rien à faire. C'est le marché qui va faire que, à un moment donné, quand ils vont passer des entrevues du gouvernement, ils vont se rendre compte que,
il y a que des Mohamed qui ont postulé, ou il y a que des... peu importe l'origine, là, des Mamadou, ou des Jean-Baptiste d'Haïti, ou des... je sais pas trop... bref... ou des Carlos, ou des... je sais pas trop... Bon, il n'y a que ça aux entrevues, donc tu es obligé d'engager un Carlos, ou un Mamadou, ou un Mohamed. Fait que ça va s'imposer. Fait que ça va se faire. Le PQ, ils n'ont pas assez confiance au système. Hein? Le PQ, ils sont obligés d'intervenir dans tous les petites sphères de la société, même ce qui va se faire automatiquement. Bref. Assurer l'implantation de cours d'histoire du Québec révisés obligatoires dès le primaire et au secondaire, comprenant notamment l'histoire de la place des femmes au Québec. Tu sais, jusqu'à assurer l'implantation d'un cours d'histoire du Québec révisé obligatoire dès le primaire au secondaire, ça allait. Ça allait. Tu sais, moi, je suis correct avec ça. Mais l'histoire de la place des femmes au Québec, là... Puis je suis bien placé pour parler, parce que je suis en train de lire un livre de Madame Denise Baillargeon sur la condition des femmes entre les années 1910-1970. Et Madame Denise Baillargeon, que je crois qu'il y a une chaire sur le féminisme, ou les études féministes, ou quelque chose du genre. Études en féminisme. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est la spécialiste du féminisme à l'Université de Montréal. Bref. Si c'est ce genre de cours d'histoire-là qu'on impose, je suis désolé, je veux dire, c'est pas l'histoire du Québec, c'est l'histoire des femmes du Québec. Et là, on fait de l'exclusion, littéralement. Je veux dire, on ne voit pas la société québécoise avec les yeux des hommes, on fait carrément de l'exclusion, c'est que avec les yeux des femmes. Il y en a qui vont dire, ouais, mais on l'a jamais vu avec les yeux des femmes, ça ferait pas de tort de le voir avec les yeux des femmes, mais c'est que la place publique, malheureusement, était contrôlée par les hommes, donc il faut prendre le regard des hommes. Les études féministes, généralement, pour contourner ce problème-là, ils vont dans le particulier. T'sais, ils essaient de voir le cas de Madame, je sais pas, Corinne, 52 ans, a vécu telle affaire, donc c'est le reflet de sa société, de son temps, tout ça. Non. Les affaires publiques, il faut en prendre compte, puis comme c'est les hommes qui dirigeaient à cette époque-là, je parle vraiment de sujets politiques sérieux, il faut prendre en compte ça. C'est des hommes, donc qu'est-ce que tu veux? Si on veut faire l'histoire du Québec, ben oui, ça va être plus l'histoire des hommes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Puis l'histoire des femmes, il y a un petit peu... l'histoire de la place des femmes au Québec, ça a son intérêt, mais c'est un sujet très social, très subjectif. Là, on rentre dans l'histoire... c'est biaisé, là, encore. C'est-à-dire que l'histoire du Québec, l'histoire nationale, il y a des événements reconnus par tout le monde qui sont arrivés à certains moments. Je veux dire, par exemple, le rapatriement de la Constitution en 1982, c'est pas arrivé en 83, c'est pas arrivé en... Non, c'est en 80... Tu sais, c'est une date fixe, c'est un événement officiel, on peut étudier c'est quoi Pierre-Éliott Trudeau a fait. Il a fallu qu'il y ait la signature de Margaret Thatcher et de la reine d'Angleterre pour rapatrier. Donc, il a fallu qu'il... Tu sais, c'est un processus officiel. Ça a été... Tout le regard a été porté vers ça. Donc, on peut réfléchir à partir de ça parce que c'est officiel. Il n'y a pas 10 000 interprétations, tout ça. Donc ça, oui, tu peux faire de l'histoire à partir de ça. Mais à partir de Corinne Ménagère... non, mais tu peux pas faire d'histoire à partir de ça. C'est où
On peut dire, oui, les femmes avaient beaucoup d'enfants à l'époque. On peut dire, il y a bien des choses. D'ailleurs, dans l'ouvrage de Madame Baillargeon, il y a des choses très, très intéressantes. C'est un ouvrage très intéressant, mais c'est pas une histoire nationale. C'est une histoire qui exclut. C'est une histoire qui communautarise. À partir du moment qu'on communautarise, comment je dirais, l'unité nationale, on n'est plus un pays, là, je veux dire, on est une communauté, c'est en droite ligne dans le communautarisme, le multiculturalisme qui veut que le Québec soit une communauté, mais même pas une communauté unie. C'est une communauté qui a des communautés à l'intérieur, puis les femmes, sont femmes avant d'être québécoises. C'est dégueulasse. Bon. Je vais te laisser... s'il y a d'autres choses, on reviendra, mais je vais te laisser faire Québec solidaire. Donc, Mike Deschamps nous fait l'analyse de Québec solidaire que je n'ai pas eu le courage de lire tellement j'appréhendais le pire. Alors effectivement, tu as bien fait d'appréhender parce que il faut vraiment attacher sa tuque, attacher sa ceinture. C'est comme disait Manon Massé, elle est passée très récemment à l'antenne de l'émission de Paul Arcand le matin. Mm-hmm. Et elle a dit c'était un virage à 180 degrés. Et moi je te dirais que c'est un virage même à 360. Donc elle va revenir au point initial. C'est la révolution, c'est ça que c'est. La révolution, c'est lire le programme de Québec solidaire, c'est se plonger dans des ouvrages qui parlent du communisme, du trotskisme, et pour remonter plus loin, des idées des Lumières, des illuminés tout court. On peut dire que c'est des illuminés. Et pas de marxistes. Il y a du marxisme, certainement. Il y a un grain de tout ça, mais apparemment, je ne sais pas si Mme Massé ou d'autres chez Québec solidaire ont lu Marx, mais apparemment ils ont sauté des chapitres. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas tout compris. Donc, le programme de Québec solidaire commence par dire que, bon, ils sont progressistes, hein, c'est un parti progressiste. Ils l'affirment haut et fort. Ils se disent être un parti qui offre une alternative progressiste au parti existant. Donc, ils annoncent déjà la couleur. On sait à peu près vers quoi on s'en va. Donc déjà, c'est bien parce que pour ceux pour qui le progressisme les emmerde, ils peuvent tout de suite arrêter. Oui. Mais petite précision pour ceux qui ne suivent pas la politique depuis très longtemps, Québec solidaire, c'est le résultat d'une alliance entre deux partis qui était Option citoyenne de Françoise David. C'est déjà Option citoyenne, on voit l'hystérie féministe à travers ça. Là. Je veux dire, c'est pas obligé de donner un genre au mot. Là. Option citoyenne, ça aurait été correct, mais bon, ils sont obligés de dire. Et l'Union des forces progressistes d'Amir Kadir. Le côté franc-maçon, allié du côté féministe. Bref. C'est un peu ça, de là que c'est parti. Oui, donc, d'où le côté progressiste. Oui. Donc ça se veut être un parti qui va s'opposer au néolibéralisme. Ils expliquent en fait tout le long de leur programme que voilà, qu'il faut abattre le néolibéralisme, le capital et forcément ce qui vient avec pour eux le patriarcat. Mm-hmm. Alors, QS fait vraiment une fixation sur le patriarcat, mais en fait c'est justement là où on peut dire qu'ils ont sauté des chapitres du livre de Marx, le Capital, parce qu'ils n'ont pas compris finalement que le capital n'est pas une idéologie qui stagne, c'est une idéologie qui est dynamique et qui tantôt se sert de quelque chose et tantôt se servira d'autre chose. Mm-hmm. Donc, et en fait, c'est aussi d'expliquer, on le verra par la suite, que tout ce qui explique QS, c'est que oui, il faut abattre ça, mais d'un autre côté, il faut partir vers le progressisme. Un progressisme qui, à mon sens, participe justement au grand capital. C'est on détruit les traditions, on détruit la religion, on détruit en fait le patriarcat, etc. Oui. Tout ça participe. Le patriarcat est un moyen de résister au capital. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un père qui se tient debout pour sa famille, voilà. C'était déjà une manière de résister
à la montée du capital. À partir du moment qu'on tue le père, le capital prend la place. Oui, tout à fait. Voilà, je pense que même Marx l'avait dit d'une manière un peu indirecte. Là, D'ailleurs, il y a un très bon document qu'on peut voir sur Internet qui s'appelle Le sang du père et qui explique donc tout ça. Ok. Donc QS veut être un parti écologiste, comme tout le monde, c'est la grande mode. Hein, tout le monde veut lutter contre les changements climatiques. On en a parlé avec les taxes carbone et tout ça. Donc tout le monde se tend vers ça. Et le parti tend vraiment vers le féminisme. Alors là, le programme, quand on le lit, c'est vraiment clair. Les femmes sont au centre du débat de Québec solidaire. On prône l'égalité. Alors là, c'est un peu risible en même temps parce que c'est tellement tiré par les cheveux qu'au bout d'un moment, on y voit plutôt la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on va mettre les hommes de côté pour vraiment accentuer le débat sur les femmes, étant donné que ce sont les femmes qui subissent des oppressions, qui sont violentées, etc., etc., etc. Donc c'est un peu compliqué, mais au fond, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des contradictions à l'interne. C'est-à-dire on explique ça et en même temps on veut faire du progressisme vraiment la grande porte de sortie, et qui dit progressisme dit forcément féminisme. Donc le féminisme, c'est que ça chez Québec solidaire. Faut le comprendre. Alors on va parler des inégalités, évidemment. La parité homme-femme est aussi au cœur du sujet, au cœur des débats chez Québec solidaire. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, entre autres, que on choisira une femme parce qu'elle est femme. Non, les compétences. Et non pour les compétences. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ira prendre n'importe quelle personne, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il est homme ou parce qu'elle est femme, parce qu'il faut un quota. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, vraiment très court. Il y avait un poste, dans une autre vie, qui était de priorité. C'était marqué vraiment dans le contrat, ou en tout cas c'était priorité aux femmes et aux handicapés. Et les mauvaises langues avaient répliqué, elles dit « Ah, depuis quand c'est un handicap être une femme? » Non mais c'est un peu ça, chez Québec solidaire c'est un peu ça, c'est parce que on peut se poser des questions, c'est-à-dire que un féminisme qui pousserait à ce que les femmes puissent être à égal avec les hommes, mais encore c'est un peu vague comme histoire, hein, c'est un peu vague comme notion, mais on peut se dire que ça ne peut être que temporaire, puisque au bout d'un moment, si les femmes deviennent égales de l'homme, on n'aura plus besoin d'avoir un programme comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, chez Québec solidaire, c'est que ça, comme on le disait. Donc il parle par exemple des inégalités, donc il raconte que les inégalités viennent des rôles sociaux et culturels attribués aux femmes qui ont été considérés inférieurs par rapport au rôle des hommes. Donc voilà. Évidemment, Québec solidaire pose les mauvais diagnostics, puisque effectivement l'oppression, elle a existé aussi chez les hommes. Le capital a réussi son grand coup, c'est de faire croire aux femmes que le travail est une émancipation. Et donc du coup, la femme s'émancipe par le travail. Donc voilà, ça c'est une vision des choses chez Québec solidaire. Mais pour moi, oui, c'est un mauvais diagnostic. Oui. Plutôt que de se faire enculer à la maison et se faire enculer au travail. Voilà. On change de patron. Le patron, c'est son mari, et après, c'est la promotion canapé et tout ce qui va avec. Donc voilà, il y a des choses un peu bizarres dans le programme. Parfois, c'est assez vague. Par exemple, au niveau de la parité, ils disent nous adopterons aussi au jour le jour des règles et des pratiques permettant la parité et la plus complète participation des femmes aux structures comme aux élections. Donc en fait, ils adopteront au jour le jour. Ça veut dire qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils vont faire au jour le jour. Donc, c'est un peu comme le Parti libéral. Ça, c'est très vague, on ne comprend pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, mais ils veulent aller quelque part, mais on ne sait pas trop où. Est-ce qu'ils mettent des chiffres, eux? Non, il me semble avoir entendu dernièrement que Madame Massé, Madame ou Monsieur Massé, se prononçait pas trop là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit que
comment dire, la cour, le Parti libéral sont professionnels, alors que Québec solidaire, c'est encore amateur. Là. Je veux dire, ils sont pas encore rendus à mettre des chiffres pour dire, voilà. Non, parce que le Parti libéral... Ils ont des idées, et surtout des idées. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, comme tu le disais pour le PQ, ce qui est frappant aussi chez Québec solidaire, c'est vraiment l'ingérence dans la vie privée. Mm-hmm. C'est même très grave à mon sens, c'est presque totalitaire. Donc voilà, il y a d'autres petites choses qui sont vraiment intrigantes comme ça. Entre autres un passage qui dit « Nous rejoignons donc les efforts des personnes qui travaillent à une autre mondialisation ». Alors ça c'est intéressant. Une autre mondialisation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se débarrasser de la mondialisation, on veut une autre mondialisation, différente. Un autre monde, comme ils disent. Un monde qui respecte les droits des peuples et des individus. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ah, génial. Peut-être bien, ouais. Et qui se donne les moyens de combattre des fléaux comme la pauvreté et la pollution. Donc ça, c'est un peu bizarre. Selon Québec solidaire, être altermondialiste, c'est aussi prêter main forte au mouvement de solidarité avec les peuples en lutte contre des situations d'oppression. Donc là, prêter main forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce qu'on fait actuellement, c'est l'ingérence dans d'autres États, c'est-à-dire encore une fois dire qu'on va combattre au nom des droits de l'homme et qu'on va finalement lutter contre des méchants oppresseurs qui seraient des dictateurs. Donc moi, je pose la question à QS, ça veut dire quoi prêter main forte? Est-ce que c'est se battre au nom des droits de l'homme? Bible de la marchandise, est-ce que c'est ça? La question sur Bible de la franc-maçonnerie. En tout cas, si c'est ça, on peut dire que Québec solidaire a un train de retard parce que c'est déjà ce qui se fait depuis des lustres. Oui, c'est ça. Ils se croient à la mode, mais... Ça... Et voilà. Québec solidaire se dit également pacifiste. Alors, et là c'est intéressant, ils disent nous pensons qu'aucune tradition, aucune religion, aucune idéologie, aucun système économique ou politique ne justifie la discrimination ou la violence entre les personnes et les peuples. Donc, ils sont un petit peu en contradiction. Parce que ça, c'est la contradiction qu'on peut voir avec le passage d'avant. C'est-à-dire qu'avant, on devait intervenir au nom éventuellement des droits de l'homme, on doit prêter main forte, mais là, on va pas vers la violence. Donc, il va falloir nous dire comment ils comptent éliminer des oppresseurs sans violence. Oui, ça va. J'ai l'impression que la réponse risque d'être le lavage de cerveau, mais je me risquerai pas à mettre des mots dans leur bouche. Hein. Non, c'est ça. C'est un peu bizarre. Donc, en tout cas, parce que ça ne peut être que le lavage de cerveau. C'est pour ça que je dis ça. Ça peut rien. En lisant le passage, ce qui m'est venu vraiment à l'idée, c'était vraiment tout ce qui a un rapport au trotskisme, quoi. C'est-à-dire ce passage où on est anti-religieux, anti-tradition, on penche un peu vers ça. Je dirais que chez Québec solidaire, il y a des relents de trotskistes. Alors ce que Québec solidaire souligne aussi, c'est que le Québec est bâti sur l'apport d'une importante majorité francophone, mais aussi d'une communauté anglophone, aux droits historiques reconnus. Il s'enrichit aussi, et depuis longtemps, de la contribution des personnes appartenant à différentes communautés issues de l'immigration, dont il faudrait favoriser la participation pleine et entière du travail, de même qu'à la vie sociale et politique. Pour ce faire, il est essentiel de renforcer la lutte contre le racisme. Alors évidemment, ça c'est un grand classique, mais encore une fois, Québec solidaire a un train de retard, puisque si on importe majoritairement des gens pour de la main-d'œuvre ou pour de la pénurie soi-disant de main-d'œuvre, forcément, ça va créer des situations de conflit avec des gens qui sont ici, qui peuvent être issus de d'autres communautés, ou même voir des Québécois de souche. Donc ça pose des problèmes. Donc en fait, les solutions anti-racisme, c'est quoi? C'est imposer aux gens qui sont là depuis des lustres, des gens qui viennent de d'autres régions, d'autres pays, avec des mentalités différentes, et parfois même qui imposent leur propre vision de la société. Donc c'est un peu contradictoire. Pourquoi dire qu'on va lutter contre le racisme et qu'en même temps on lutte contre le libéralisme? Parce que l'antiracisme, c'est forcément du libéralisme. Forcément.
Jusqu'à un certain point, ça va ensemble. Mais, pas forcément, en fait. En fait, j'essaie de me placer du point de vue de Québec solidaire, c'est-à-dire que eux, je pense que... L'antiracisme, si je peux être peut-être plus précis, l'antiracisme arrive forcément à un moment donné où il y a beaucoup de gens qui sont issus de deux communautés et qui arrivent chez toi. Oui. Forcément, tu es obligé d'instaurer une lutte antiraciste pour éviter que les gens se tapent sur la gueule. Oui, c'est ça, en fait. Et forcément, on importe des gens parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pas chère, etc. Oui, c'est ça. Qui ne luttent pas trop contre les syndicats. C'est cette partie-là qu'ils ne veulent pas admettre. C'est-à-dire que eux, l'immigration, c'est plutôt... c'est l'immigration des bisounours. Oui, c'est des bisounours. C'est-à-dire qu'ils sont là pour le bien, pour nous... Mais... ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour paraphraser quelqu'un pour rester bourgeois, on pourrait dire peut-être que parmi ces gens-là, il y aura le prochain Victor Beaulieu-Lévy. Victor Lévy-Beaulieu, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Parmi, oui, on l'a vu avec, Dany Laferrière est déjà à l'Académie française. Donc, l'immigration, c'est une bonne chose. Voilà. Non, mais... Donc, Québec solidaire appuie vraiment là-dessus et ils se disent donc prêts à s'engager et à lutter contre toutes les formes d'intolérance, de racisme, d'homophobie et d'atteinte à la dignité humaine. Donc, on est toujours, en fait... dans cette logique du fascisme de la marchandise. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué, on fait venir des gens parce qu'on a besoin des gens qui coûtent pas cher, on a besoin des gens qui ne seront pas des problèmes, qui poseront aucun problème, qui ne feront pas grève, etc. Et donc du coup, pour les imposer, il faut forcément imposer des luttes contre le racisme, etc. pour qu'ils se fassent vraiment accepter. Donc on est en fait dans une logique, on pourrait dire, du fascisme de la marchandise. Chez Québec solidaire, il y a un référendum qui est prévu. Ouais. Alors ils disent, un référendum clôturera cette démarche qui devra prendre le temps nécessaire pour favoriser la réflexion la plus large et la plus inclusive possible. Mm-hmm. Ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Ouais, c'est assez vague. Québec solidaire revient aussi, comme beaucoup d'autres partis, sur la parité homme-femme, évidemment, on en a parlé. Choisir une femme parce qu'elle est une femme plutôt que ses compétences. Ça, c'est bon. Mais ce qui est dommage de la politique actuellement, c'est que tu as l'impression que les gens qui font les programmes, de ce que je vois de Québec solidaire, mais puis des autres partis que j'ai analysés plus tôt, c'est que il y a une doxa, il y a des idées préconçues qui ne touchent pas au réel. Je veux dire, quand on parle de... Et qui n'ont pas été réfléchis, qui ont été acceptés comme une lettre à la malle, ça passe comme du beurre dans le poêle, on va dire ça comme ça pour une autre expression. Enfin, et ils remettent pas en question leur doctrine. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, mettons sur l'homosexualité, ok? Tu sais, accepter toute forme d'homosexualité, ou toute forme de et le mariage homosexuel, c'est le bien. Et il n'y a jamais de remise en question. L'homme est bien par nature. C'est une phrase de Jean-Jacques Rousseau, je pense. Ouais. C'est l'homme est bien par nature. Et c'est tout l'opposé de la doctrine un peu catholique thomiste qui... Non, l'homme, à la base, a du mal en lui, et pour ne pas trop que le mal sorte, il doit travailler sur lui. Alors que non, selon Jean-Jacques Rousseau, c'est l'homme et le bien, et c'est la nature qui le corrompt. Oui. Et donc, là, c'est l'humanisme, là. C'est-à-dire que si l'homme est le bien, il faut préserver l'homme tel qu'il est, oui, et qui ne change pas. C'est ce qu'on a dit au début de la présentation, c'est vraiment ça, c'est une doctrine, et Québec solidaire ne fait que suivre une doctrine, sans ne remettre absolument rien. Rien, c'est ça, c'est le bien tout le temps. C'est ça. Ça fait peur, là. Je veux dire, ça à la limite, c'est ça, en lisant le programme
de Québec solidaire, on pourrait relier ça à certains passages des bouquins de Bakounine ou même pour remonter plus loin, on pourrait remonter même à certains passages des livres de Adam Weishaupt. C'est vraiment ça. C'est une doctrine et ils la suivent à la lettre. C'est vraiment ça. C'est un peu inquiétant, c'est un côté inquiétant. Ouais, c'est un côté Aldous Huxley, le meilleur des mondes. C'est-à-dire, aussitôt que tu remets en question, ben prends ton sommet, je veux dire, tu vas tout oublier et ne détourne pas de la ligne contre. Non, mais n'utilise surtout pas la violence. Pauvre diable. Non, mais. Bref. Et donc, bon, voilà, Québec solidaire continue son programme avec la laïcité. Alors, évidemment, ça n'a pas échappé à Québec solidaire. Mais par contre, Québec solidaire a une façon d'appliquer la laïcité qui est peut-être différente des autres partis. On n'a pas ici une laïcité un peu comme typique de ce qu'on préconise au Grand Orient du Québec ou dans la franc-maçonnerie progressiste au Québec. On a plutôt une franc-maçonnerie à double vitesse. C'est-à-dire que on garantit que les institutions publiques soient laïques, mais que ses employés ne le soient pas forcément. Donc on pourra avoir un employé de mairie qui porte le voile, une kippa, donc c'est vraiment c'est bon. Ça semble un peu confus aussi à ce niveau-là. C'est un peu bon. On sent aussi un côté populisme chez Québec solidaire qui ne tient pas justement à se mettre les migrants à dos, enfin les immigrants à dos. Ouais. Donc voilà. Donc ils acceptent par exemple qu'un homme porterait la kippa, mais il doit plus y avoir de prière dans des rencontres d'un conseil municipal par exemple. Et on lirait le programme de Québec solidaire à peu près 80-90% des immigrants et ils partiraient à rire. Je veux dire, c'est les élites des communautés des fois qui sont corrompues, mais je veux dire, l'immigrant en tant que tel, il lit, tu lui parles de théorie de genre, non, c'est ça, il demande d'où est-ce que ça sort. Ouais, d'où est-ce que ça sort. La planète Mars, non? Ah, c'est ça, ouais. C'est pas... Et donc, dans la perception de Québec solidaire, c'est ça, la laïcité, c'est par exemple aussi retirer la croix dans le salon de l'Assemblée nationale. Donc, d'un côté, ça c'est un peu aussi délicat parce que, bon, qu'est-ce qui est patrimoine, qu'est-ce qui l'est pas je sais que Québec solidaire veut préserver le patrimoine, mais par contre, pas n'importe lequel, puisque la croix, elle doit sortir. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est ça. Québec solidaire garantit la laïcité dans les institutions publiques, mais pas pour les individus. Ok. Donc, il y a un truc qui est vraiment assez étonnant. Et encore une fois, ça prouve l'ingérence qu'il y a dans la vie privée. Alors, Québec solidaire veut réglementer le contenu de la publicité et de l'affichage publicitaire en fonction des critères de valeurs sociales qui permettent d'éviter certains excès. Sexisme, racisme, violence, etc. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est de la censure. Oui. Ça veut dire que si un publicitaire faisait une publicité qui montrait une femme qui tient un balai, hop, c'est du patriarcat, c'est de l'oppression. Moi, j'avoue, puis je l'ai écrit dans un article, j'étais en faveur d'une certaine forme de censure, mais ça dépend qui fait la censure, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je laisserai pas Québec solidaire faire la censure, ça c'est sûr. mais parce que ce que je disais dans cet article-là, c'est que le sexe est tellement partout que ça en devient que... C'est le principe même de la vente aujourd'hui. Je veux dire, si derrière chaque marchandise, il y a un cul. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Adam, dans Adam et Ève donne la pomme à Adam pour qu'il croque dedans, puis elle incite Adam à croquer dedans, mais là, non. C'est Ève qui vend la pomme. Là. C'est rendu que le mythe d'Adam et Ève a pris une tournure un peu libérale, je trouve. Il vend la pomme à Adam, puis Adam, un peu trop con, il mord dedans, là, mais un jour, il mordra peut-être plus dedans, tellement la pomme, c'est plus une pomme, là, c'est... En tout cas, je sais pas, là, il y aura plus d'enfants, bref. C'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va, parce que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que le sexe est tellement... un objet de consommation,
le corps devient un objet de consommation. Et moi, c'est pour ça un peu que je disais, ben pourquoi pas censurer, parce que c'est le seul moyen, c'est-à-dire que aussitôt que tu ouvres les yeux dehors, tu vois des culs. Tu fais juste ouvrir les yeux, et c'est pas parce que je suis obsédé. Oh non, je veux dire, c'est-à-dire que là, ça peut être le point de vue de, je veux dire, d'un père de famille, ça peut être, même les homosexuels, je suis sûr que qui n'ont aucune attirance pour les femmes. Il y a d'ailleurs une discrimination, puisque la publicité est basée sur des relations hétérosexuelles. Ouais, on vend des culs de femmes, on vend pas des culs de mecs. Ben oui. Et donc, quoi que j'ai vu, je me souviens d'une publicité dans le métro de Rafael Nadal. Moi, bon, ça m'intéresse parce que je m'intéresse au tennis. Rafael Nadal en boxeur, il vendait des boxeurs, je sais plus trop quelle marque, j'ai pas remarqué, mais c'était saisissant. Là. Tu te dis... ouais, Rafael Nadal est devenu un objet. C'est le meilleur joueur de tennis probablement actuellement. Bon, il y a Federer, Djokovic, enfin bref, je ne rentrerai pas dans la question. C'est le meilleur joueur. Il est obligé de vendre son corps. Là, je me dis, il y a un petit problème. Là. Effectivement. J'ai un petit problème, bref. Donc bref, Québec solidaire, dans cette continuité-là, veut instaurer des programmes d'éducation aux médias et à la consommation. Alors ça, c'est intéressant. Afin de promouvoir le sens critique et la capacité de s'informer plus adéquatement. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est un des points que je trouve intéressant. Ouais, ouais. Donc, Québec solidaire revient souvent sur les inégalités vécues par des femmes. Ça, on en a parlé. Mais bon, c'est encore une fois toujours le mauvais diagnostic. Ce que Québec solidaire n'a pas compris, c'est que l'immigration dessert uniquement le capital. Et que l'équilibre économique, comme le voudrait QS, signifie moins d'immigration, forcément. Je veux dire, si à un moment donné on prête main forte, comme ils disent aux autres, ben les autres ont plus raison de partir de chez eux. On s'entend là-dessus. Mais bon, pourtant QS mise encore sur l'immigration. Ils veulent prêter main forte, mais malgré tout, ils attendent quand même à ce que des gens quittent leur foyer pour venir s'installer au Québec. Donc ça, c'est un drôle de truc. Alors là, on va arriver dans le côté un peu ingérence de la vie privée. Là, c'est vraiment totalitaire. Il n'y a pas vraiment de surprise. Un des passages du programme s'appelle « Transformer les rôles sociaux et les mentalités ». Alors ça, c'est vraiment intéressant. Wow. Ouais, en effet. Alors, ils disent que, en effet, les femmes subissent divers systèmes d'oppression et de domination contre le racisme, comme le racisme, l'impérialisme, ça c'est fort. Ouais. L'hétérosexisme, le colonialisme. Il y a des femmes ici au Québec qui subissent du colonialisme. Bon. Et ces systèmes fonctionnent ensemble pour marginaliser et exploiter les femmes au plan social, économique, culturel, politique et religieux. Mais je pense que les hommes sont au même point. Si ça existe, les hommes ont aussi leur part d'oppression à ce niveau-là. Donc, transformer les mentalités, ça ressemble un peu à la maçonnerie progressiste. Ouais. Ouais. C'est là on voit vraiment que QS veut s'ingérer dans la vie personnelle des gens. Ouais. Et non mais j'ai croisé dans à un moment donné dans ma vie, j'ai croisé une femme qui se présentait comme étant une dominatrice. Et je la présenterai à Québec solidaire. Ouais. Je sais pas s'ils vont s'ils vont l'accepter autant que le dominateur. Si son identité sexuelle est sa principale préoccupation, elle risque d'avoir du succès chez QS. Non mais elle le disait publiquement, là. C'était pas dans la vie privée, je précise. Hein, Donc Québec solidaire, ils partent de ces trois constats. Et puis, donc, ils veulent adopter une approche féministe, intersectionnelle, qui vise à déconstruire et à éliminer le patriarcat et toutes les formes d'oppression. Alors ça, c'est assez incroyable. Ils veulent éliminer le patriarcat. Préparez-vous, les gars, ça sent la chambre à gaz. C'est vraiment... c'est particulier, quand même. Mais bon, c'est du QS, hein. Alors, QS mettra en œuvre des politiques et des moyens concrets visant à la transformation des rôles socio-sexués, notamment pour éliminer l'hypersexualisation et les images dégradantes de la sexualité.
Tu entends ça? Des images dégradantes de la société, de la sexualité. Ça veut dire une chose, ça veut dire que QS ne participera plus désormais aux fiertés gays. N'est-ce pas? Oui. Puisqu'on ne veut plus montrer des images dégradantes de la sexualité. Ben oui, c'est là où il y a le plus d'images dégradantes, c'est à la fierté gay. S'il y a un parti qui est toujours là, c'est QS. Oui, exactement. Bon, donc, les gens qui seraient tentés à aller voir la fierté gay, préparez-vous, QS arrive, vous ne pourrez plus être à 4 pattes par terre, c'est terminé. C'est terminé. Donc voilà, QS va lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants pour pouvoir promouvoir l'égalité des genres, ainsi que la responsabilité du partage équitable des tâches domestiques, t'imagines? Donc QS arrive au pouvoir, si tu t'es arrangé avec ta blonde pour que tu passes l'aspirateur, la balayeuse c'est terminé. Et il va falloir que tu la consultes pour savoir si tu as encore le droit de la passer ou pas. Il faut que QS s'ingère dans la vie privée et que QS détermine qui passera la balayeuse. Parce que c'est ça qu'on lit. La responsabilité du partage équitable des tâches domestiques. Ouais, c'est ça que je me disais aussi. Alors évidemment, QS est comme tout le monde, il faut mettre en place des cours d'éducation sexuelle qui touchent les adolescents et aussi les enfants. Et éventuellement les gens qui devront intervenir à ce niveau-là. Donc il faut pour eux transmettre des informations par rapport à la sexualité, par rapport aux aspects corporels, relationnels, et guidés évidemment par les perspectives féministes. Donc c'est pas la sexualité d'un point de vue de n'importe qui, c'est la sexualité à travers les féministes, pas les femmes, les féministes. Ouais. Et il faut créer donc une culture de l'éducation sexuelle, tant à l'école que dans les sphères de la société. Parce que déjà que le conseil du statut de la femme soit dirigé par une trans, c'est-à-dire que ce qui est un organisme qui est censé être féministe, là. Mais non, c'est même plus féministe, là, c'est post-féminisme, là, quasiment. Là. Un jour, on aura des associations dirigées par des robots. Ouais, ben ça Avec le transhumanisme, ouais, ben, on va vers ça. Non, mais ce serait même une bonne chose, c'est-à-dire que moi, entre un organisme féministe puis un organisme de robots, je me dis, au moins, on n'a pas de problème avec les robots. Non, mais quelque part... et le robot pourra répondre à la question, vous êtes quoi? Je suis non-binaire. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Le robot va avoir le goût d'en mettre une. Le robot communiquera avec un autre robot qui lui dira, celui-là, tu lui enlèves sa carte Interact. C'est terminé pour lui. Plus le droit à la consommation. Mais c'est ça, au moins le robot, lui, est rationnel. Ouais. Donc là, dans l'éducation sexuelle, encore une fois, on est toujours dans la même chose, dans l'ingérence de la vie privée. C'est vraiment les mêmes bêtises, quoi. Et donc, on se demande si QS s'appuiera comme tous les autres sur les recherches du pédophile Kinsey pour faire leur cours d'éducation sexuelle. La question se pose. Alors, le gouvernement solidaire soutiendra la Charte mondiale des femmes, évidemment. On aurait dit le contraire, on aurait été étonné. Ah ouais, on a... Donc, pour exprimer dans cette charte la liberté, l'égalité, la solidarité, et la paix. Donc on se demanderait au fond si Québec solidaire c'est pas une loge maçonnique féminine. Ça y ressemble en tout cas, puisque on parle de féminisme tout le temps, des femmes. Ouais, c'est pour ça qu'Amir Kadir est plus à Québec solidaire. Il se contente de il était éjecté de Gabriel Le Nadeau-Dubois. Peut-être. On le sait pas. Mais bon, c'est vraiment, ça fait vraiment peur. Donc, et en même temps, Québec solidaire tient à nous rassurer. Il y a du féminisme, oui, mais il y aura pas il faudra refuser de toutes les tentatives d'instrumentaliser le féminisme. Donc ça, c'est vraiment très rassurant. Pour ceux qui ont peur du féminisme, attention, ce sera pas instrumentalisé. Ça, c'est... Non, du tout. L'homme est là, bon tout d'un coup, par nature. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout d'un coup, on est bien. Alors, Québec solidaire modifiera la loi électorale dans le but d'instaurer l'obligation de parité dans les candidatures. Bon, ça, on en a déjà parlé. Hein, c'est comme d'habitude, les mêmes histoires. Alors, le gouvernement solidaire agira contre la culture du viol. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, il y a des pays où
la culture du viol existe. Violer une femme est une culture. Il y a des traditions. D'ailleurs, salut, ça va toi? Ouais, toi ça va? Ouais, toi ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais violer une femme. Parce que c'est ma culture. Non mais le mot culture, c'est ça qui... La culture du viol. La culture du viol, c'est quand même incroyable. Ça, c'est... Donc ils vont lutter contre la culture du viol, l'intimidation, la traite des femmes et des enfants. Tout homme, à la base, pense à une chose dans ces cultures-là, violer les femmes. Voilà. L'homme est un violeur en puissance. C'est une belle vision de la société. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, qui les a éduqués. Ça doit être un homme. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, pour revenir à ça, Victor, puisque tu le mentionnes, c'est quand même que tous ces idéaux ont été écrits par des hommes à la base. Oui, effectivement, c'est vrai ça. C'est un peu. C'est vrai. Bon, c'est Québec suicidaire. Quoi. Ouais, mais ces idéologies-là, faut bien le préciser, généralement, très très généralement, là, je veux dire, c'est des hommes qui ont écrites. Hein, c'est-à-dire que c'est d'influence masculine. En général, c'est Francis Dupuy-Derry, peut-être, qui l'a écrit, le programme. Je ne sais pas, mais... C'est le genre est une construction. Voilà, on est dans ce niveau-là. Là. Donc là, ils vont parler éventuellement de transformer les rôles sociaux et les mentalités, comme on le disait. Donc, Québec solidaire reconnaît l'existence d'une oppression spécifique à l'égard des personnes qui vivent des diversités sexuelles, de genre et corporelles. Donc on est dans du Cohn-Bendit tout craché là. C'est vraiment les minorités doivent l'emporter sur la majorité. Cohn-Bendit pour ceux toucher des bits, il n'y a rien de plus sensuel. Et c'est bon, en tout cas bref. Alors c'est des personnes qui subissent des violences systémiques dans leur milieu de vie, tant en région qu'en ville. Donc ce que Québec solidaire est en train de dire, c'est qu'éventuellement il y a des gens qui sont gays, paysans et qui sont touchés par d'autres gays paysans ou qui subissent de la violence verbale parce qu'ils sont gays et paysans. Enfin, je sais pas. Donc c'est quand même particulier. Mais tu sais que Mike, dans les villages québécois, il y a eu des cas de zoophilie des fois. Oui, ça, qui sont passés devant la cour et il y a des célèbres cas d'ailleurs où le monsieur est arrivé devant la cour puis ils ont demandé mais pourquoi vous avez fait ça si vous lui avez vu les yeux. Celle-là, moi, me tue. Enfin, bref, si vous lui avez vu les yeux, je veux dire, des cas... Dans le programme de Québec solidaire, j'imagine qu'il y a une place pour les gens qui ont des rapports avec leur animal, non? Non. Enfin, j'en ai pas vu, mais bon, c'est peut-être à venir. Je suis déçu, là. C'est peut-être à venir. En tout cas, selon Québec solidaire, donc il y a énormément de violence envers ces gens-là qui vivent des sexualités différentes. Et bon, en campagne, bon, on sait pas trop. Si on n'y va pas trop, on sait pas trop. Mais en ville, il me semble que c'est plutôt apparent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de violence que chaque année, on organise une parade gay. Hier, c'est assez bizarre comme truc. Hein. C'est un peu bizarre. Donc voilà, et donc à cause de ça, Québec solidaire tient à assurer des formations de personnel dans des organismes contre l'homophobie, la transphobie, l'hétérosexisme, l'intersexophobie, enfin j'en passe des meilleurs. Encore une fois, on est toujours dans l'ingérence de la vie privée. On est aussi encore dans la lutte contre l'exploitation, la pauvreté, l'exclusion dans le monde. Enfin bref, donc on revient toujours un peu sur les mêmes points. Quoi. Il y a des intentions qui sont bonnes. Les intentions sont bonnes, mais on tourne un peu autour du pot, on tourne en rond, et puis finalement on arrive à des choses un peu 360 degrés autour. Oui, c'est un 360. Madame Manon nous l'avait prévenu. C'est un revirement de situation complet. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment du progressisme pur et dur, quoi. Au niveau économique, ce que Québec solidaire préconise, c'est un nouvel ordre économique. Un nouvel ordre économique. Qu'est-ce qu'un nouvel ordre économique? Est-ce que c'est un nouvel ordre mondial? Ça, on le sait pas, mais c'est un nouvel ordre économique. Parce que si on analyse tranquillement
l'expression nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'il y avait un ordre établi, c'est-à-dire que et c'était un ordre de type peut-être aristotélicien, c'est-à-dire qui est fixe, hein, qui change pas, c'est-à-dire chacun a son rôle, et etc. Et on veut le changer pour le nouvel ordre en général, c'est toujours dans le sens du libéralisme. C'est-à-dire que chaque chose change à la minute. Une journée, je suis conducteur de taxi, le lendemain, je suis médecin. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable, etc. Donc, c'est vers cet ordre-là, en général, que le nouvel ordre mondial s'en va. Fait quand on parle de nouvel ordre, ça a une connotation quand même particulière. Je ne sais pas si c'est vers ça qui... Parce qu'il ne le précise pas, je pense. Oui, non, il ne le précise pas, mais c'est assez étrange. Et donc, pour lutter contre toutes les discriminations politiques, économiques, etc., 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 Québec solidaire compte s'appuyer sur l'ONU. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'ONU, je veux dire, c'est la maison mère du mondialisme. Il n'y a pas pire que ça. Et évidemment, tout ça se fera, comme dit Québec solidaire, au nom des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est vraiment la Bible de la marchandise, quoi. On le sait, c'est le prétexte à n'importe qui d'aller casser la gueule de son voisin pour lui piquer ses ressources et ses matières. Donc, ce que Québec solidaire comptera faire, c'est faire de la pression sur les Nations Unies dans le cadre d'un programme de développement durable. Alors ça, c'est quand même particulier. C'est-à-dire qu'ils sont naïfs au point où ils vont croire qu'ils arriveront à faire plier des institutions qui ont été formées par le mondialisme. Alors ça, c'est vraiment... Oui. Enfin... Autant croire au Père Noël, quoi. Oui, oui. En même temps, on pourrait dire... c'est pas mauvais d'espérer, là, mais... Non, c'est pas mauvais d'espérer, mais on est toujours dans ce... On est toujours dans ce gauchisme, c'est-à-dire gauchisme un peu enfantin, qui n'a pas encore pris conscience de la réalité. Oui, mais et le problème, c'est c'est les répercussions de cette naïveté. C'est-à-dire que à trop croire des choses qui ne se réaliseront pas, on passe à côté du réel, le manière. Exactement. Exactement. Donc, QS croit qu'ils vont pouvoir collaborer avec l'ONU, que ça va être dans ce sens-là, qu'ils vont pouvoir convertir... c'est une diversion un peu... Voilà, exactement. Donc, c'est assez étrange. Donc, ils veulent faire des actions en faveur de la paix. D'ailleurs, c'est un fait très intéressant. À travers tout le programme de QS, le mot paix revient vraiment, je ne l'ai pas compté, hein, mais le mot paix, P-A-I-X, je pensais PET. Non, PET, non. P-A-I-X. Ce mot-là revient vraiment beaucoup de fois. Donc, est-ce que Québec solidaire serait dans une sorte de messianisme? On pourrait se poser la question. Mais j'ai l'impression que chez Québec solidaire, il ne faut pas voir des intentions mauvaises chez tout le monde. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand ils ont dénoncé les relations, c'était d'Hydro-Québec avec Israël. Oui. Ils se rendaient même pas compte que c'était peut-être la déclaration la plus subversive qu'ils ont jamais faite de leur vie. C'est-à-dire que ils sont dans une telle naïveté que là, c'était pour une fois, c'était quelque chose de sérieux. Oui. Mais pour eux, non, c'est une déclaration parmi tant d'autres. C'est juste parce que Israël sont un peu autoritaires, là, tu sais, genre, mais ça mène à rien, puis ça, puis au final, c'est que ils vont pas jusqu'au bout de leur... Non, c'est ça, mais on pourra quand même saluer le courage ça avait été une bonne Massé, chose. vis-à-vis de cette chose-là, ça c'était un bon coup. Et donc, dans l'action en faveur de la paix, QS préconise, encore une fois, le démantèlement de tout l'arsenal nucléaire du monde. Ouais. Alors on est vraiment dans la naïveté la plus complète. Ah bah ouais, ça c'est grave. C'est comme si Québec solidaire allait un jour avoir le pouvoir de juste discuter. Il compte éventuellement collaborer avec des gens qui sont sur la même ligne à l'étranger. Mais bon, c'est vraiment de la naïveté, quoi. Alors une autre sorte de naïveté, c'est de dénoncer la croissance des budgets militaires canadiens. Ils appelleront le Canada à sortir immédiatement de l'OTAN et de NORAD. Ça, c'est très naïf aussi. C'est très naïf aussi. Quoique
quoi qu'il y a quand même quelque chose de... Tu sais, je veux dire... Mais ça part toujours d'un bon Ouais, sentiment. ben c'est ça, Mais c'est ça Québec solidaire, ça part toujours C'est de bons sentiments, mais en fait ils sont un peu les idiots utiles quoi du capital. C'est ça, exactement. C'est ça le problème. C'est ça le gros les idiots problème. utiles du capital quoi. Donc en gros c'est ça. On a fait le tour un peu du programme de QS. Enfin, j'ai pas pris tout le programme de QS parce qu'il est quand même très long et très détaillé aussi. Ouais. Mais j'ai pris des points qui me semblaient un peu parfois bizarres, parfois contradictoires. Mais chose certaine, Québec solidaire s'ingère dans la vie privée des gens. Ouais. C'est à mon sens une forme de totalitarisme. Ouais. Parce que rendu à ce point-là, c'est grave, c'est très très grave. Donc, on souhaitera bonne chance à Québec solidaire. Ouais, ben moi je souhaite bonne chance parce que bon, c'est que eux, contrairement à la majorité des gens qui se lancent en politique, ils sont pas cyniques. C'est-à-dire que la majorité des gens qui se lancent en politique, et moi c'est la raison pour laquelle j'ai un peu même de la difficulté à avoir de l'amitié pour des gens qui se lancent en politique, c'est qu'ils sont d'un cynisme. Alors que dans Québec solidaire, sont amicaux. Enfin, sont amicaux. C'est aussitôt que tu dis moi j'ai un père, ils sont plus amicaux, mais je veux dire. Non, c'est ça. mais si tu dis que t'as un père trans, c'est. Ouais, là peut-être. Peut-être. Ouais, ok. Mais c'est ça, c'est que ils sont pas encore corrompus en fait. Ils sont pas encore ah oui, je vais rentrer en politique. Non, ils sont dans une forme de naïveté en fait. Ouais. Ils sont en fait un peu comme des enfants qui rêvent d'un idéal, d'une société idéale, mais en fait ils se rendent pas compte que le progressisme qu'ils aimeraient installer à la grandeur du Québec est un progressisme qui favorisera le capital. Quand on détruit le patriarcat, c'est favoriser le capital, comme tu l'expliquais, un homme fort, etc., qui tient sa famille, qui justement l'empêche de sombrer dans la consommation, etc. Ça prend ça. Donc quand on détruit ça, quand on détruit les traditions, quand on détruit des religions qui s'opposent à l'usure, quand on détruit tout ça pour faire de l'homme un être sans racines, hors sol, c'est forcément en faveur du capital. Donc on peut dire en finalité que Québec solidaire est l'idiot utile du capital. Mais que en même temps, je ne proscris pas certaines relations. En tout cas, personnellement, là, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je ne proscris pas certaines relations avec ces gens. Ils sont encore sympathiques, ils sont pas corrompus. Non, alors, c'est ça, je pense qu'il y a moyen de parler jusqu'à un certain point avec ces gens-là. Mais alors, quelqu'un qui s'implique pour le PQ ou pour le Parti libéral, on connaît ses intentions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent se servir des opportunités pour orienter, à l'échelle individuelle, évidemment, la société vers quelque chose de quand même bien. Mais dans les partis politiques aujourd'hui, on n'en voit pas. C'est très, très rare. C'est très, très rare parce que c'est le système. C'est une politique qui n'est plus au service de la population. C'est ça. C'est une population qui malheureusement subit des politiciens qui ne travaillent que pour eux, pour du réseautage, pour du libéralisme, pour des entreprises. Donc en fait, c'est difficile. C'est que autrefois on pouvait dire que la population votait pour un PDG. Et le PDG, c'est-à-dire le premier ministre, était en mesure de prendre des décisions, avait un pouvoir. Mais aujourd'hui, la population, mettons les employés, votent pour un gérant qui, lui, représente un PDG. C'est-à-dire on ne vote pas pour le pouvoir. Et c'est là, c'est-à-dire que le gérant, le gestionnaire de la compagnie, va s'arranger pour garder une bonne image, pour que les gens continuent à travailler, pour que ça, mais il ne travaille pas pour la population. C'est-à-dire que la population aille bien, il s'en fout. Il s'en contre-fout. Lui, ce qui est important pour lui, c'est que les poches du PDG se remplissent. C'est sa seule préoccupation, c'est ça. Et c'est ce renversement qui fait qu'aujourd'hui,
un politicien ne peut pas avoir de bonnes intentions. C'est-à-dire un vrai politicien professionnel ne peut pas avoir de bonnes intentions. C'est ça le problème. C'est-à-dire que autrefois, quand il y avait un peu de pouvoir, le politicien, le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada avait un certain pouvoir encore, on peut dire, parce que pour des raisons, disons que le fait que la population soit soudée, que quand tu arrivais, mettons, sur la scène internationale, tu parlais quasiment d'une seule voix parce que la population était tellement soudée que je dis pas qu'elle pensait toute la même affaire, il y avait une diversité d'opinions, mais je veux dire, ils étaient les Québécois étaient tous catholiques, ce qui faisait que le premier ministre du Québec pouvait dire, voilà, je parle d'une seule voix, donc j'ai un certain pouvoir, j'ai une majorité, une large majorité, alors qu'aujourd'hui, c'est 30% des gens qui vont voter. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu as une diversité tellement importante. Ouais, les politiciens sont obligés de plaire à tout le monde, à tout le monde à la fois. Mais parfois, c'est divergent. C'est donc, ça posait problème. Effectivement, quand il fallait plaire à une communauté en particulier, qui était la communauté locale, ça posait moins de problèmes. Aujourd'hui, avec des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons différents, ça posait problème. Et donc, le politicien n'a plus de pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des banquiers de certaines communautés ou de certains ordres professionnels, comme c'est-à-dire que quand l'ordre des médecins parle, les premiers ministres sont obligés d'acquiescer quasiment. Ils peuvent, parce que sinon, on va faire la grève, puis là, on va laisser mourir des gens. Vous imaginez le chantage de merde, tu sais, que le pouvoir que les médecins ont en contrôlant la vie. C'est avec ça qu'ils jouent. C'est un peu problématique. Bon, fait qu'au final, c'est ce qui fait que le vote, même si moi, je m'intéresse encore à la politique parce que ça a un certain intérêt, la place publique, tout ça, le vote, c'est quand même quelque chose qui a pas une grande influence sur la société. Comme dirait un autre célèbre comédien en France, Coluche, il disait « Si le vote changeait quelque chose, ça se saurait ». Ça se saurait, oui. Est-ce qu'on dit que c'est le mot de la fin? Oui. Bon merci Victor pour cette analyse intéressante. Merci, et puis encore Mike. Une fois, on ne donne aucune consigne de vote à qui que ce soit. Prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser. Et puis votez en toute âme et conscience. Ne votez pas. On a essayé de faire quand même une job d'information, de réinformation, c'est-à-dire d'aller à la source de ce que les partis offrent. C'est, je pense, le plus qu'on pouvait faire pour montrer où ce que les partis veulent. Et s'ils reviennent sur leur... on aura fait notre job. Voilà. Là-dessus, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir été à l'antenne, de nous avoir écoutés, et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci Victor, à la prochaine. Oui, merci, au revoir.